Alors le livre dont il est question s'intéresse à un phénomène méconnu, celui de l'influence idéologique du Parti communiste français sur les musiciens dans la période qui commence en 1945. Cette prégnance de l'idéologie communiste, je l'ai étudiée à travers deux types de sources. D'abord les témoignages directs de différents acteurs qui ont vécu la période, et puis aussi à travers toute la presse communiste, le dépouillement systématique des revues qui sont nombreuses à cette époque. Il faut d'abord resituer le contexte de la France de 1945. À la Libération, le Parti communiste bénéficie d'un grand prestige parce qu'il a fait partie de la résistance et il obtient aux élections législatives de 1945 le plus grand nombre de députés, donc c'est une force politique conséquente. Il développe l'idée d'une démocratisation culturelle, d'une culture ouverte à tous dans toutes ses formes, et donc il attire de nombreux artistes à cause de cette volonté. Les plus connus sont Pablo Picasso, Éluard et Aragon. Certains musiciens, d'ailleurs, pour célébrer la libération, mettent en musique les poèmes écrits à cette occasion par Éluard et Aragon. Les musiciens sont Francis Poulenc et Henri Dutilleux en particulier. Mais ce climat d'ouverture culturelle, suite aux années noires de Vichy, disparaît brutalement à partir de 1947, suite à un renversement de la conjoncture internationale. En effet, l'URSS et les États-Unis deviennent ennemis, s'affrontent, un rideau de fer tombe sur l'Europe, comme le dit Churchill, et toute l'Europe de l'Est bascule dans le camp soviétique, alors que l'Europe de l'Ouest bascule dans le camp américain. Donc, le Parti communiste, soucieux de défendre à tout prix l'Union soviétique, adopte toutes les théories qui sont celles de la culture en Union soviétique à cette époque, et il se fait le défenseur de ce qu'on va appeler le réalisme socialiste. Alors, pour les musiciens, ça se traduit très concrètement par un texte en 1948, publié, qui s'appelle le Manifeste de Prague, dans lequel on incite les compositeurs désormais à abandonner la musique savante trop compliquée, qui ne s'adresse qu'à une petite élite, donc à ce titre elle est condamnée, à abandonner aussi la facilité de la chanson commerciale, pour se consacrer à des grandes œuvres chorales qui sont destinées à édifier le peuple et à promouvoir les valeurs du socialisme. Le modèle de ce type de musique, c'est le chant des forêts, composé en 1949 par Shostakovich. Certains musiciens français sont sensibles à cette demande et vont essayer de faire des œuvres qui correspondent un peu à cet idéal. Je vais en citer quelques-uns. Louis Duret, qui a composé une cantate pour la paix, qui s'appelle Sur l'aile de la colombe, suite à la colombe de la paix dessinée par Picasso à la même époque. Serge Nigue, qui a composé un chant pour les mineurs. Joseph Cosma, qui a composé un hymne à la Commune et à la Révolution, donc des communards, en 1870. Et puis enfin, même Desormières, qui compose un hymne à Maurice Thorez, le chef du Parti communiste. Alors, ces textes très engagés sont interprétés par des chorales militantes, soit des chorales de jeunes, quand il s'agit des chansons les plus faciles, soit des chorales plus aguerries, comme la chorale populaire de Paris, quand il s'agit de chants, par exemple, à 4 voix. Mais évidemment, nous sommes là dans une musique qui devient vite une musique de propagande, et de nombreux compositeurs s'interrogent sur
ce que devient la liberté du créateur dans cette affaire. Il y a de grands débats et de nombreux artistes s'éloignent du Parti communiste à cette époque en pensant qu'on assiste véritablement à une ghettoisation de la culture au service de l'idéologie. Heureusement, cette période de fermeture ne dure pas très longtemps, puisque en 1953, Joseph Staline meurt, et que les musiciens soviétiques, qui sont les premiers concernés par ces interdits, se manifestent et réclament un peu plus de liberté. Aram Khachaturian demande à ce qu'on abandonne un folklore stéréotypé qui ne rime à rien et qui nuit à la liberté, et Shostakovich demande lui une musique qui soit capable d'être appréciée par les différents peuples de la Terre. Donc devant cette situation, le Parti communiste évolue aussi, il prend acte de cette insatisfaction des créateurs soviétiques et il se prononce à son tour pour la liberté de création, ce que Charles Koechlin avait déjà fait quelques années auparavant, Charles Koechlin qui est un compagnon de route du Parti communiste. Donc à partir de ce moment-là, les choses évoluent favorablement, les chorales populaires ouvrent leur répertoire, elles se mettent à faire des concours avec d'autres chorales, d'autres obédiences, en particulier catholiques, et on assiste à un développement du chant choral dans toutes ses composantes. La critique musicale dans les revues communistes, qui avait pratiquement disparu en 1951-52, reprend vie. Toutes les formes de musique savante sont réhabilitées, et même la musique la plus contemporaine devient une musique écoutable, peut-être une musique de l'avenir. On ne se prononce pas, on ne prononce plus d'oukase devant cette musique savante, assez difficile à comprendre. Donc, durant une période très courte, de 6 années, de 1948 à 1954, nous avons assisté, en France, à la dernière tentative de mettre au pas la création musicale au service d'une idéologie qui se voulait libératrice, mais qui en fait canalisait dans des formes très réductrices la pensée musicale, et donc était à l'opposé de ce que les créateurs avaient envie de réaliser.